Pour cette discussion, on ne peut plus d'actualité, alors que se tient à New York l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a quelques semaines, des élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc Donald Trump menace-t-il la paix mondiale? Nous avons Marie-Cécile Nave, qui est chercheuse associée à l'IRIS, auteure de plusieurs ouvrages sur les États-Unis, dont Trump, la revanche de l'homme blanc, aux éditions textuelles, et géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Pascal Boniface, qui est directeur de l'IRIS, enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, auteur de très nombreux ouvrages, pour n'en citer que quelques-uns, le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol et l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin. Et François Clémenceau, rédacteur en chef des pages internationales du Journal du Dimanche, éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1, auteur de plusieurs ouvrages également, dont le dernier, Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher, et François Clémenceau, qui est par ailleurs auteur du blog qui s'intitule Trump Power. Le président américain Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2017 en disant que le monde était dans un grand désordre, que la politique étrangère de l'Amérique était un échec. Sa vision de l'America First sous-entendait que ce n'était plus à l'Amérique de mettre de l'ordre, voué désormais à s'occuper de ses propres intérêts, qu'il était temps pour les ennemis de l'Amérique de la craindre, pour ses alliés de payer leur part, et que le pays se devait d'être égoïste. Alors en politique étrangère, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait: retrait de l'accord de Paris, de l'accord sur le nucléaire iranien, transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, durcissement avec la Chine, retrait des institutions internationales, dénonciation du traité de libre-échange transpacifique, départ du Conseil des droits de l'homme, départ de l'UNESCO, à quoi s'ajoutent les imprécations envers la Cour pénale internationale. C'est le grand retrait américain, un retrait qui inquiète certains, réjouit d'autres, à commencer peut-être par la Chine, qui, semble-t-il, profite du vide laissé par l'Amérique, tout en étant mise sous pression par Washington sur le plan commercial. Alors, cette semaine, à l'ONU, les Américains se sont, il me semble, vus infliger... on peut parler d'humiliation de voir leur président être moqué ou tout au moins porté d'une certaine manière en dérision. Plus grave peut-être, et de l'avis même de la presse américaine, avec son voyage au siège de l'ONU à New York, Donald Trump a mis l'Amérique sur une pente encore plus dangereuse en cherchant le conflit avec certaines puissances, en ignorant les menaces persistantes de certains adversaires comme la Russie à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité sur la prévention de la prolifération d'armes chimiques, biologiques et nucléaires. Les deux pays, particulièrement dans le collimateur de Trump, la Chine et l'Iran. Peut-être cette première question pour commencer ce débat, est-ce que Donald Trump veut la guerre avec l'Iran, Pascal Boniface ? La guerre, peut-être pas, mais un changement de régime, oui, c'est ce qu'il souhaite, et il espère obtenir ce changement de régime en déclarant une guerre économique, en tous les cas, à l'Iran, et en interdisant à tous les autres pays de commercer avec l'Iran. Il y a déjà quelque chose qui est assez grave, c'est qu'il ait dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien qui a été quand même négocié pendant 12 ans. Laurent Fabius avait durci les conditions, on lui avait reproché, mais donc on pensait avoir un accord qui était inattaquable. Et cet accord avait le double mérite d'éviter deux perspectives catastrophiques, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Mais ceci ne satisfait ni Israël, ni l'Arabie saoudite, ni Donald Trump, donc qui a cassé l'accord. Première chose, en désaccord avec tous les autres signataires et tous les autres pays. Mais pire encore, c'est que maintenant, en appliquant des lois, enfin un caractère extraterritorial des lois américaines, il voudrait sanctionner les entreprises non américaines qui continuent à commercer avec l'Iran. Et son calcul est simple, s'il y a une crise économique en Iran, si l'Iran est à genoux économiquement, la population se révoltera, renforcera le régime et on aura une démocratie en Iran, pas en Arabie Saoudite, mais enfin en Iran en tous les cas, et les choses iront beaucoup mieux. Sauf que c'est la théorie du chaos destructeur dont on a vu à quoi elle pouvait mener aussi bien en Irak qu'en Libye. Et il est douteux que
les Iraniens renversent le régime pour faire plaisir à Trump, et on peut au contraire penser que le durcissement des conditions économiques vont plutôt durcir et renforcer le régime, à la fois donner la priorité aux plus durs, qui vont reprocher à Rouhani de s'être fait avoir en négociant avec l'Occident, et donc ceux qui disent qu'il ne faut pas négocier avec l'Occident ont plus d'arguments aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y a un an, et qu'on ne renverse pas un régime de l'extérieur, c'est toujours par un processus interne, mais pas sous la contrainte extérieure. Donc je ne pense pas que Trump veut lancer une opération militaire contre l'Iran à ce stade, mais on ne peut rien écarter parce que les choses peuvent durcir et on sait ce qu'est un enchaînement catastrophique. Pour l'instant, disons que dans les mois qui viennent, il compte sur le fait de garrotter l'Iran d'un point de vue économique qui conduise à une explosion de colère de la population. Mais une fois encore, ce type d'explosion, il n'est pas sûr qu'elle survienne. Et quand ça survient, c'est généralement pas pour mettre en place des gouvernements sociaux-démocrates et multilatéralistes. Alors François Clémenceau, de nombreux experts aujourd'hui portent le jugement qui est de dire que finalement Donald Trump place l'Iran dans un choix compliqué entre capitulation ou guerre. Oui, mais vous avez bien fait, Marie-France, de rappeler. D'abord, merci Pascal pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir débattre ici au lieu unique à Nantes. Et juste une parenthèse, on se souvient donc des débats qu'on a eus ensemble l'année dernière et l'année d'avant exactement sur le même thème, c'est-à-dire est-ce que Trump, 1, peut gagner la présidentielle, 2, mettre en désordre ou pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a une forme de cohérence, en tout cas dans nos questions à nous, peut-être pas dans ses réponses à lui. Je ferme la parenthèse. Ce qui me surprend, c'est que... ça ne me surprend pas. On a parlé des promesses de Donald Trump. Il y a une forme de cohérence dans son comportement qui consiste à tenir les promesses qu'il a faites. Ce ne sont pas des promesses qu'il a faites face au monde, ce sont des promesses qu'il a faites à ses électeurs. Or, l'Iran, il n'y a pas un thème plus consensuel aux États-Unis que le bras de fer avec l'Iran. Pourquoi ? Parce que 1979, la révolution islamique, la prise en otage de l'ambassade américaine, etc., etc. Deuxièmement, parce que traditionnellement, les États-Unis, qu'ils soient d'ailleurs républicains ou démocrates, apportent un soutien quasi inconditionnel à deux de ses alliés les plus forts dans la région, Israël et l'Arabie saoudite, qui, eux, ont un intérêt convergent à voir l'Iran pas forcément souffrir, mais en tout cas être neutralisé, gêné aux entournures. Et donc, Trump fait preuve d'une forme de cohérence. Sur l'Iran, la difficulté, c'est de savoir jusqu'où ça nous emmène. Et finalement, est-ce qu'il veut faire la guerre à l'Iran? Moi non plus, je partage l'avis de Pascal, je ne crois pas. En même temps, je ne crois pas de façon très cartésienne, parce que ce ne serait pas raisonnable, parce que ça impliquerait de tels bouleversements dans cette région qui en a déjà énormément connu, on parlera tout à l'heure de la Syrie, mais parce que appauvrir, faire souffrir et isoler encore plus l'Iran qu'elle ne l'est aujourd'hui ne résoudrait pas les problèmes que l'on connaît aujourd'hui dans cette région du monde. Ça ne ferait que les exacerber. Ce serait rajouter de la guerre à la guerre, comme disait un président très connu. Donc, je trouve que sur ce plan-là, Trump joue sur du velours à quelques semaines des élections, parce qu'il sait qu'au-delà même de sa propre base électorale, la majeure partie des républicains sont plutôt d'accord avec lui, pas forcément sur la tactique, mais en tout cas sur le discours adopté vis-à-vis de l'Iran, et que même une bonne partie des élus démocrates aujourd'hui, même s'ils ont soutenu Obama dans sa démarche de signer l'accord, ne verraient pas d'un si mauvais œil que ça les États-Unis tenir la dragée haute à l'Iran le temps qu'il faut. Marie-Cécile Nave, je vais peut-être vous proposer de réagir sur la même question et ça nous permettra peut-être aussi d'aller plus loin et de poser un regard sur les déclarations souvent provocatrices de Donald Trump. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le président américain sait ce qu'il dit et fait ce qu'il menace de faire. Une des difficultés avec le président Trump, c'est de savoir si ses discours sont incantatoires ou est-ce qu'ils sont performatifs.
C'est pas toujours facile de le savoir. Je pense que ses partenaires et ses adversaires dans le monde aujourd'hui commencent un petit peu à faire la part des choses en fonction des sujets, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au rire qu'il a suscité à l'ONU cette semaine. Évidemment, ça nous a tous frappés, mais il faut éviter de continuer à tomber dans le piège de ne pas prendre Trump au sérieux. Depuis le départ, on ne le prend pas au sérieux. Depuis la campagne de 2015 et 2016, on a tendance à le négliger. Tout le monde a été lui-même d'ailleurs surpris de son élection. Et puis, on continue de se moquer de lui, de se dire est-ce que ce président est fou? Est-ce que ce président a un vrai projet de société, un vrai projet politique? Oui, il a un vrai projet de société. Il le met en œuvre. Est-ce qu'il a un vrai programme précis? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il que Trump, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Et dans la manière dont il voit le monde, elle est assez simple. Je dirais pas simpliste. Ses adversaires peuvent dire qu'elle est simpliste. Moi, j'ai envie de dire qu'elle est simple. Le monde se décompose entre ceux qui permettent aux États-Unis de prospérer économiquement et les autres. Et j'ai envie de dire, entre ceux qui permettent à Trump d'apparaître comme un homme puissant et fort, et les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a chez Trump un personal branding continu. C'est la thèse de Naomi Klein, et je pense que c'est intéressant de toujours le prendre en compte, le fait de consolider la marque Trump. Donc il y a les gagnants et les perdants, il y a les gens super et les gens mauvais, il y a les hommes charmants et les hommes horribles, et parfois, souvent même certains dirigeants étrangers peuvent appartenir à l'une ou l'autre catégorie. À l'ONU, il a dit qu'il avait par tous les moyens essayé de rencontrer le président iranien, mais il n'y était pas arrivé parce qu'il n'avait pas eu de retour de sa part, ce que celui-ci a démenti, mais que peut-être c'était un lovely man. C'est peut-être un homme charmant, le président iranien, mais je n'ai pas réussi à le voir. Et le lendemain, il peut dire que c'est un homme horrible et que c'est un régime horrible. Donc, dans le champ lexical et dans la stratégie rhétorique, eh bien, il faut essayer de savoir ce qui est de l'ordre juste du discours, ou ce qui est de l'ordre de la véritable volonté politique, mais c'est pas toujours facile. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, effectivement, et qui peut avoir... Je ne sais pas s'il a des velléités de guerre, pas nécessairement au sens rationnel, comme vous le disiez tous les deux tout à l'heure, mais du moment qu'il apparaît comme quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est dans une démarche très... dans un discours et dans une démarche politique très viriliste, très je tape du poing sur la table, je me crée des ennemis, je me crée des compétiteurs nouveaux s'il le faut, eh bien c'est une manière effectivement d'apparaître aux yeux de ses partisans et de son électorat comme remettant l'Amérique au centre du monde, peut-être dans une nostalgie d'une époque qui est révolue et qui ne correspond plus à la réalité mondiale actuelle. Et c'est pour ça que ça crée un décalage entre les États-Unis et le reste du monde, et que parfois des recompositions régionales se font au détriment des États-Unis. Je prendrai un seul exemple, le retrait du TTIP. Renforce la position de la Chine dans la région sur le plan géostratégique et sur le plan économique. Alors merci Marie-Cécile Nave, parce que finalement vous me permettez la transition sur le pays que je souhaitais qu'on évoque ensemble, c'est la relation, c'est la Chine, la relation des États-Unis avec la Chine. À l'évidence, Pascal Boniface, la hache de guerre est déterrée entre Washington et Pékin. Alors il y a cette menace de ce que les géopoliticiens évoquent régulièrement, c'est ce piège de Thucydide qui veut que la puissance montante ne peut qu'entrer en conflit avec la puissance établie. Oui, effectivement, un livre à succès du même auteur qui avait fait un très bon bouquin sur la crise de Cuba quelques temps auparavant et qui avait analysé les scénarios de la crise de Cuba, a publié un livre l'an dernier qui s'appelle Le piège de Thucydide. Donc Thucydide, c'est la guerre du Péloponnèse. Normalement, ça concerne les États-Unis et la Chine, mais c'est un modèle universel. Thucydide observait que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue inévitable parce que la puissance dominante mais en déclin de l'époque était Sparte, n'a pas accepté la montée en puissance de celle qui était dominée mais montante, qui était Athènes. Et donc, si on plaque ce schéma sur Chine et États-Unis, on voit que la Chine est la puissance moins grande, mais qui est en ascension, alors que les États-Unis sont la puissance dominante, mais plutôt en déclin relatif. Alors, est-ce que c'est en rien automatique? Et d'ailleurs, dans son livre, cet auteur montre que
Bah oui, il y a eu entre l'Angleterre et l'Allemagne, ça a été la Première Guerre mondiale, et en grande partie due à l'opposition entre la puissance montante allemande qui était mineure et la puissance majeure de l'époque qui était l'Angleterre. Mais par la suite, l'Angleterre a accepté qu'une puissance montante comme les États-Unis prenne la place. Et donc il y a des exemples dans l'histoire, il cite 10 exemples historiques où 3 fois il y a eu des guerres, mais 7 fois on les a évitées. Donc, sauf que là, Trump, et Marie-Cécile l'a dit, Trump en fait, il veut faire un peu retour vers le futur. Il voudrait revenir aux années 60, où les femmes n'existent pas sur la scène, où les Noirs ne parlent pas, et où il n'y a pas d'autre puissance que la puissance américaine, et que la Chine n'existe pas sur la scène internationale comme puissance contestant. La seconde cohérence, on parlait tout à l'heure des cohérences de Trump. Trump, en fait, quand il parle à l'ONU, il ne parle pas aux 192 autres chefs d'État et de gouvernement. Il parle à ses électeurs. Il tape sur l'Iran parce que, comme François l'a dit, c'est populaire. Et il tape sur la Chine parce que la Chine aussi, c'est populaire, qui apparaît comme un acteur déloyal sur le plan économique. Et beaucoup d'Européens pensent que, oui, on peut reprocher des choses à la Chine fait du dumping, etc. L'erreur de Trump, c'est d'être parti seul au combat contre la Chine et d'être parti aussi contre tous les autres, contre l'Europe, contre la Corée, au lieu de faire une alliance avec d'autres pays qui avaient des choses à reprocher avec la Chine. Donc là encore, on ne peut pas penser qu'il y a une guerre au sens premier du terme militaire entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, les Américains, quand même, auraient des pertes un peu lourdes si c'était le cas. Et je pense qu'il y a toujours un facteur de vie humaine qui compte moins pour l'armée chinoise que pour l'armée américaine. C'est quand même quelque chose qui existe. Mais il veut se lancer dans une guerre commerciale en partant d'une erreur majeure, en pensant qu'on peut faire plier les Chinois. Or, si le Parti communiste est légitime et populaire en fait en Chine, c'est pas du tout parce que tous les soirs les gens relisent des œuvres de Marx et Lénine ou Le Petit Lirou de Mao Tse-tung. C'est que l'économie ça marche et que le pays est respecté. Le succès, enfin c'est un parti communiste nationaliste en fait. Et de Mao à Xi Jinping, la fibre nationaliste pour répondre aux humiliations du passé qui sont très présentes dans les mémoires collectives chinoises, ça compte. Donc on ne voit pas les Chinois dire « bon, ok, on s'excuse » et on va revenir aux bonnes méthodes d'avant quand il n'y a pas de déficit commercial américain à l'égard de la Chine. En plus, il faut voir les raisons de ce déficit. C'est que les produits américains sont plus chers que les produits chinois, ou ils ne sont pas produits aux États-Unis, et que si tout d'un coup, il n'y avait pas tous ces produits chinois qui arrivaient aux États-Unis, il y aurait une très forte inflation. Walmart aurait du mal à fournir ses magasins et les gens de la Silicon Valley Apple serait concurrencé, la bataille Apple-Samsung tournerait assez vite à l'avantage de Samsung s'il n'y avait pas tous ces produits chinois, ces composants chinois qui arrivent. Par ailleurs, Airbus aimerait peut-être cette guerre parce que Boeing en ferait les premiers les frais. Donc on peut penser que Donald Trump s'est lancé dans une guerre qui risque de lui coûter cher, qui de coûter cher aux États-Unis, mais une fois encore, il n'est pas certain que cette guerre aille au-delà des termes électoraux. Et que peut-être qu'il tape du poing sur la table pour montrer sa force aux électeurs, et que je ne serais pas surpris si, un peu alerté quand même par tous les milieux économiques américains qui se disent que tout ceci est sur la mauvaise pente, ils viennent ensuite, peu après les élections, dire qu'il a trouvé un accord formidable avec Xi Jinping, qui est lui-même un type formidable, et que finalement on a trouvé un accord qui restaure l'image américaine, et puis on verra les chiffres pour plus tard. Mais la guerre commerciale, et la plupart des experts économiques le disent, il y a rarement des gagnants dans une guerre commerciale. On est quand même dans une période de globalisation. C'est le grand paradoxe de voir le dernier grand parti communiste chinois au pouvoir défendre la mondialisation, l'ouverture des frontières et quelque part le capitalisme, et de voir le président des États-Unis, qui est quand même, les États-Unis sont quand même un peu à l'origine de tout ce mouvement de libéralisation des échanges, défendre le retour aux frontières fermées, repli sur soi, et presque une sorte de critique une critique très ferme de la globalisation. Donc il faut voir quel est le discours électoral, quelle est la réalité profonde de cela, mais en tous les cas, les États-Unis ne peuvent pas sortir vainqueurs de cette guerre et les Chinois ne sont pas en position et d'humeur à céder et à être humiliés au niveau de leur opinion, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, ok, les Chinois ne votent pas, mais il y a quand même une opinion publique en Chine. Il y a quand même une opinion publique, et une opinion publique pour laquelle la fibre nationaliste est extrêmement forte. Donc les marges de manœuvre de Trump par rapport à la Chine ne sont pas aussi fortes que cela.
Et en fait, je crois que c'est Marie-Cécile qui le disait tout à l'heure, ce que fait Trump, en fait, il renforce la Chine en ce moment. Il renforce la Chine, il pousse la Russie dans les bras de la Chine, il pousse l'Iran dans les bras de la Chine. Et finalement, là, on voit que ce que les Européens, et ça fait écho au discours inaugural de Claudie Agnuret, les Européens ont réagi en mettant en place une structure. Il n'est pas certain qu'elle soit efficace immédiatement. En tout cas, le fait de le faire, de mettre une structure qui puisse permettre de continuer à commercer avec l'Iran, et on envisage de le faire en partenariat avec la Chine et la Russie, ce qui, quand même, par rapport à ce qu'on appelle le monde occidental et le camp atlantique, serait quand même paradoxal. François Clémenceau. Oui, pour poursuivre sur ce que disait Pascal, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que il veut effectivement considérer la Chine comme étant l'ennemi principal des États-Unis, mais qu'en même temps, la seule arme qu'il a trouvée jusqu'à présent, c'est effectivement la guerre commerciale. Alors que la Chine, dans son ambition vis-à-vis du monde, bien sûr qu'elle utilise sur le plan économique un certain nombre d'armes qui font qu'elle a plus d'atouts, elle a plus de facilité à répandre ses produits à travers le monde, avec une monnaie très basse, avec une concurrence déloyale, tout ça est très connu. Mais ce qui me frappe, c'est que si on prend les autres armes qui sont à la disposition des grandes puissances, le soft power par exemple, qui a été très longtemps l'arme des États-Unis pour essayer d'avoir une excellente image à travers le monde et d'essayer de faire passer un certain nombre d'idées libérales, démocratiques, etc. Aujourd'hui, Trump n'utilise pas cette arme-là. Le rayonnement culturel, scientifique et des valeurs que peut incarner l'Amérique, il ne s'en sert pas, alors que ça a longtemps été une arme très puissante, et pas seulement aux mains d'un pouvoir démocrate. Les républicains l'ont très bien fait aussi en leur temps. Et puis, alors que le soft power, les Chinois, aujourd'hui, savent extrêmement bien l'utiliser. On voit aujourd'hui, par exemple, sur la scène mondiale, et notamment dans le système multilatéral, à quel point les Chinois savent dire au monde « nous sommes à vos côtés ». Par exemple, aux Nations Unies, aujourd'hui, qui est le deuxième contributeur au monde de casque bleu? C'est la Chine. Qui s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique? C'est la Chine. Et plus du tout les États-Unis, comme si ce continent n'existait pas, alors qu'on sait qu'il aura, dans les 20 ans à venir, une importance considérable. Ensuite, sur le bras de fer, Pascal disait les États-Unis jettent la Russie et l'Iran dans les bras de la Chine, mais vis-à-vis de l'Union européenne, où il y a un vrai débat sur l'attitude que l'on doit avoir à 27 vis-à-vis de ce très grand partenaire, ne serait-ce que sur le plan commercial, puisqu'il faut le rappeler, la Chine et l'Europe sont les deux plus grandes puissances commerciales au monde. Eh bien, au lieu de se dire on va travailler avec les Européens pour essayer d'avoir un bras de fer intéressant qui puisse produire du fruit contre la Chine, ou en discutant sérieusement avec les Chinois, non, pas du tout. Au point que Trump a été jusqu'à dire que l'Union européenne représentait un plus grand danger que la Chine. Mais tout ça laisse rêveur. Et à la question, est-ce qu'on devine une stratégie derrière tout ça, comme s'il y avait un plan, comme s'il y avait une doctrine, comme s'il y avait une sorte de vision à long terme, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on est dans une forme de posture. Alors, bien évidemment, il prend des décisions, c'est tellement facile. Il suffit d'avoir une volonté, des décrets présidentiels, un relais au Congrès qu'il a encore aujourd'hui parce qu'il a une majorité au Congrès pour se faire. Et encore, on a vu à travers quelques épisodes que ce n'était pas si simple d'obtenir le soutien du Congrès pour pénaliser de très grandes entreprises chinoises qui exportent aux États-Unis. Moi, je ne vois pas là-dedans de cohérence. Et comme le disait Pascal sur Walmart ou sur les autres grandes sociétés américaines qui ont besoin de la Chine pour pouvoir continuer à commercer, se développer, créer des emplois, je rappelle juste qu'au pied du sapin de Noël des Américains, 95% de ce qui est autour du sapin, c'est chinois. Le sapin est chinois. Les guirlandes sont chinoises. Les jouets sont chinois. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Priver les enfants américains de Noël? J'exagère, mais c'est une image pour montrer à quel point il y a parfois derrière une sorte de posture, de fanatisme et de démagogie, il y a une absence de réalisme qui, moi, me fait par moments un peu peur. Marie-Cécile Nave.
Oui, soit des produits chinois, soit des produits américains fabriqués en Chine, comme les iPhones, par exemple. C'est vrai que Trump s'est beaucoup vanté du fait que Apple était sur le point de rapatrier aux États-Unis des milliards et des milliards d'actifs de l'étranger suite à sa grande réforme fiscale, mais Apple ne rapatriera pas les emplois qui sont en Chine. C'est pas aux États-Unis que les iPhones et les iPads vont être fabriqués. Moi, je voulais juste compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la Chine. Il a dit cette semaine à l'ONU, parce qu'il est quand même, Trump, dans une situation un peu compliquée avec les élections de mi-mandat qui s'annoncent, pour tout un tas de raisons. Si vous suivez l'actualité, vous voyez ça. Il n'est pas sûr de les remporter. La Chambre des représentants, ça sent vraiment le roussi. Et le Sénat, ça commence à être compliqué. Pour l'instant, il a encore l'avantage, mais ça commence à être compliqué. Il a dit j'ai des éléments pour dire que la Chine est en train de truquer les élections de mi-mandat de novembre. Comme l'a fait, sous-entendu, parce qu'il ne le dit pas, ça évidemment, puisque vis-à-vis de la Russie, il a quand même une très grande indulgence ou un très grand silence indulgent. Sous-entendu, comme d'autres auraient pu le faire en 2016, et les Chinois ont démenti. Effectivement, ça paraît quand même assez peu plausible. Là où la Chine essaie de prendre le pas aussi sur les États-Unis, et là-dessus je crois que Trump n'en prend pas la mesure, c'est toute l'industrie, toute l'ingénierie de l'intelligence artificielle. Et ça rejoint peut-être ce qui a été dit tout à l'heure sur le soft power. Mais voilà, c'est comme s'il remettait, il attisait, il soufflait sur les braises, encore une fois, pour voir jusqu'où ça va monter. Et finalement, avec la Corée du Nord, par exemple. Avec la Corée du Nord, il y a encore quelques mois, il y a un peu plus d'un an, il nous parlait de Fire and Fury. Peut-être qu'on aura une guerre. We will see what we will see, comme il dit parfois, on verra bien. Et puis maintenant, il se glorifie d'avoir été à l'origine d'un processus de dénucléarisation avec Kim, dénucléarisation qui n'est ni vérifiable, ni complète, ni irréversible, merci. Donc, comme ça, on fait monter un peu les choses pour après se présenter comme un faiseur de paix. Et je crois que c'est le choix d'un certain type de leadership qui est en jeu aujourd'hui, qui est choisi par Trump, qui correspond plus tellement à la réalité des États-Unis. Et puis, sur le soft power, c'est vrai que Trump est vraiment dans une vision très hard power des relations internationales, avec l'augmentation considérable du budget de la défense, au détriment d'autres budgets, évidemment, même si le déficit va en pâtir. Et puis, il cherche à vendre toujours plus d'armes aux pays étrangers, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Japon, etc., en faisant aussi monter la pression, soit en créant des crises, soit en faisant monter la tension sur certaines crises internationales. Eh bien, il cherche à faire peur à certains alliés ou anciens alliés pour leur faire acheter des armes aux États-Unis. Et puis, le retrait de l'accord sur le climat, le retrait de l'UNESCO, la baisse considérable des budgets pour l'aide au développement. Ça aussi, c'est des choses qui créent de la tension internationale, qui sont source de conflits. On sait très bien que le réchauffement climatique va créer déjà des tensions extrêmes, beaucoup de migrations sud-sud. C'est ça qui se passe. Et Daesh aussi bénéficie du changement climatique pour s'approprier les sources en eau, etc. La baisse des budgets pour l'aide au développement, le retrait de l'UNESCO, tout ça, c'est un mépris vis-à-vis de certains sujets internationaux qui sont potentiellement à l'origine de conflits, soit à moyen, soit à long terme. Et tout ça pour dire qu'effectivement, la doctrine de Trump, si elle existe sur le plan géopolitique, c'est une doctrine très personnalisée et très court-termiste. Et encore une fois, quand il le dit tout le temps, et on rit, mais c'est assez symptomatique du personnage. Il dit régulièrement, on verra bien, on verra ce qu'on verra. Bon, moi, je décide quelque chose à court terme, et c'est comme s'il y avait une volonté de créer un chaos, de créer une crise, et puis on verra bien ce qu'il en ressortira, mais toujours est-il qu'on continue à parler de lui. Il est tout le temps sous le feu des projecteurs. Alors, Pascal Boniface, le caractère de Donald Trump repose sur, entre autres choses, mais en tout cas une obsession à gagner, une incapacité à accepter un équilibre du pouvoir. Marie-Cécile Nave l'évoquait à l'instant, la Russie.
Voilà, la Chine accusée d'interférer dans les élections à venir. La Russie a été accusée d'avoir interféré dans les élections présidentielles il y a bientôt 2 ans. Ce qui est curieux, et on l'a vu cette semaine à New York, c'est que alors que les attaques contre l'Iran et la Chine sont bien là, curieusement, la Russie, elle semble plutôt exonérée des griefs de Trump devant le Conseil de sécurité qui se penchait sur la prévention de la prolifération d'armes chimiques, biologiques et nucléaires. Trump a ignoré l'attaque récente en Grande-Bretagne. Il a négligé de nommer la Russie comme le principal violeur des sanctions contre la Corée du Nord et les mensonges répétés de la Russie pour couvrir l'utilisation par la Syrie d'armes chimiques. Qu'est-ce que l'on peut dire du rapport aujourd'hui de Trump à la Russie ? Alors c'est le grand mystère parce que Trump, effectivement, est très accommodant avec la Russie et c'est à peu près l'un des rares pays avec lequel il est, alors que tout l'appareil d'État américain ne l'est pas du tout. Ni le Congrès, ni la presse, ni le Conseil de sécurité, ni le Pentagone. Et en fait, les relations avec la Russie ne sont pas bonnes parce qu'il y a des nouvelles sanctions qui ont été prises. Et là, il y a un grand mystère. L'un des mystères, je ne sais pas quel est l'avis de Marie-Cécile et de François, c'est pourquoi Trump veut, est-ce que les Russes le tiennent d'une façon ou d'une autre ? Il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Aucune n'a été vraiment prouvée en tous les cas. Est-ce que c'est les Russes qui l'ont fait lire ? Moi, je pense que les Américains ont voté que c'est surtout Hillary qui a été battue par elle-même et par sa campagne, etc. Mais enfin, en tous les cas, c'est un peu étonnant parce que ça ne correspond pas avec ce qu'il fait par ailleurs. Il y a un des grands géopolitologues américains, John Mearsheimer, qui avait fait un article il y a maintenant 2 ans en disant, et c'était même avant l'élection de Trump d'ailleurs, en disant quel est le grand défi stratégique pour les États-Unis ? C'est la Chine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plutôt faire une alliance avec la Russie pour contrer cela. Et faire l'inverse de ce que... la même chose et l'inverse. La même chose dans la démarche et l'inverse dans les protagonistes que ce que Nixon et Kissinger avaient fait en 71-72 en jouant à la Chine, qui était la puissance mineure de l'époque, contre l'URSS, qui était la puissance majeure. Et donc ça, c'est un calcul géopolitique, disons, un petit peu... conceptualisé, auquel Trump est parfaitement insensible et qui ne rentre pas dans son périmètre. Mais ce que l'on constate, c'est que de toute façon, ça ne marche pas parce qu'il y a encore plus de sanctions contre la Russie. Il a fait un sommet avec Poutine qui a été vilipendé par l'ensemble de la presse américaine parce que, là encore, il n'a rien obtenu. Poutine a été le grand triomphateur, comme Kim a été le grand triomphateur du sommet de Singapour entre lui et Trump. Mais en tous les cas, il n'a pas réussi. Avant son élection, les milieux atlantistes s'inquiétaient d'un rapprochement avec la Russie et d'un désintérêt pour l'OTAN. Le désintérêt pour l'OTAN, il est là, mais le rapprochement avec la Russie, il n'est pas là parce qu'il n'a pas été en mesure, de par ce que certains appellent l'État profond, d'autres les infrastructures, tout simplement, qui sont hostiles, qui ont construit leur schéma, leur mentalité d'une hostilité avec la Russie qui se poursuit 25 ans après la fin de la guerre froide. Et donc, il n'a pas réussi. Mais regardez, Obama, lorsqu'il a été élu, avait dit « je vais appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie ». Alors on peut dire que Poutine n'aide pas toujours, etc. Mais on voit bien qu'Obama, moi je pense que le système de missiles anti-missiles est l'un des points centraux de cette affaire parce que Obama s'y était opposé, il a dû l'accepter sur un peu la pression du complexe militaire-industriel et que pour les Russes, c'est le chiffon rouge qui remet en cause la parité nucléaire, qui est le dernier élément de parité qu'ils ont avec les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Mais donc on voit qu'il y a une incapacité de 2 personnes aussi différentes que Obama et Trump, qui, Obama pour des raisons stratégiques claires, Trump pour des raisons qui le restent moins comme est le personnage, voulait faire un rapprochement avec la Russie qui n'a pas été en mesure de faire parce que, disons que l'appareil d'État américain montre une hostilité avec la Russie. On peut dire qu'elle est alimentée par l'annexion de la Crimée, par la guerre civile en Syrie, par le maintien, le soutien. Mais en même temps, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que l'annexion de la Crimée est aussi la suite de la montée des tensions entre les États-Unis. Alors donc les Russes vont dire que c'est les Occidentaux qui ont commencé, et les Occidentaux vont dire l'inverse. Mais en tous les cas, il n'a pas été capable d'enrayer un mouvement qui se poursuit depuis longtemps. Et que Poutine aurait été ravi d'enclencher, mais que l'un et l'autre n'ont pas été en mesure de faire. François Clémenceau, sur la Russie, vous souhaitez ajouter quelque chose ? La semaine dernière, dans le JDD, je racontais un entretien
qu'on a eue avec plusieurs confrères, avec un haut responsable américain qui s'occupe des affaires russes, et qui nous disait la politique américaine sur la Russie, elle est très claire, il n'y a aucune ambiguïté, il faut faire payer à la Russie le coût de ses crimes en Ukraine, avec l'affaire Skripal, la déstabilisation des Balkans, la déstabilisation de l'Union européenne à travers ses élections démocratiques, l'ingérence dans nos propres élections, etc. Et lorsqu'on lui demande, mais est-ce que c'est la politique des États-Unis, est-ce que c'est la politique de Trump, est-ce que c'est celle du département d'État, est-ce que c'est celle des services de renseignement, il nous dit, c'est la politique américaine, or c'est le président qui décide de la politique américaine, donc c'est la politique de Trump. Et alors nous, on lui dit, mais oui, mais il y a quand même un grand écart entre les positions publiques de Trump, comme celles qu'on a vues à Helsinki vis-à-vis de Poutine, et puis les appels ou les encouragements incessants de Donald Trump et de son entourage, et même de son ancien conseiller qu'il n'a pas renié, Steve Bannon, à appuyer, renforcer, encourager, financer même parfois tous ces mouvements nationalistes en Europe qui sont pro-russes. Donc, il y a un grand écart, il y a une incroyable ambiguïté là-dedans. Et la question, moi je ne peux pas répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Trump vis-à-vis de la Russie. Pourquoi cette indulgence ? Pourquoi une forme de faiblesse par rapport à Poutine, dont il a dit à plusieurs reprises qu'il le respectait infiniment, qu'il l'admirait même, et que Poutine faisait partie de ces hommes forts qui savent se faire respecter, sous-entendu avec lesquels on peut négocier. Mais je n'arrive pas à comprendre, si on pense ça de Poutine, comment peut-on laisser sa propre administration voter pratiquement tous les mois des sanctions aggravantes contre la Russie. La seule chose que j'essaie que je trouve à peu près cohérente dans le personnage et dans ses propos publics, c'est le fait que il y a dans le populisme de Donald Trump des concordances, des similitudes avec le comportement d'un certain nombre de dirigeants russes et européens, hyper nationalistes, hyper souverainistes, pas anti-occidentaux au sens anti-culture occidentale, mais anti-valeurs occidentales, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Quand on dit la presse américaine est l'ennemi du peuple, je veux dire, c'est quand même énorme, énorme. Et Poutine pourrait le dire, ça ne choquerait pas, Trump le dit, et ça n'a pas l'air de beaucoup choquer non plus. Et pourtant, il n'y a pas une conférence de presse de Donald Trump sans qu'il utilise cet argument comme quoi la presse est l'ennemi du peuple. Donc, c'est vrai que la presse américaine est extrêmement dure vis-à-vis de lui, qu'elle le critique tous les jours, qu'elle essaye d'analyser avec énormément de recul et de sens critique l'action du gouvernement de Donald Trump, mais de là à dire que la presse est l'ennemi du peuple, c'est juste énorme. Donc, le comportement de Trump vis-à-vis de la Russie est le comportement d'un populiste à l'image de ces populistes européens pro-russes qui saluent la culture slave qu'il y a derrière Vladimir Poutine, le retour aux valeurs traditionnelles, l'anticommunautarisme, l'islamophobie, et qui font partie de cette culture que beaucoup de dirigeants nationalistes européens aimeraient pouvoir répandre et que Donald Trump aussi aimerait pouvoir se renforcer en Europe. Alors, autre point d'interrogation, c'est peut-être aussi la relation avec la Turquie, mais je ne sais pas si on a le temps, et peut-être ça viendra avec des questions. Moi, j'ai tout de même cette question. D'abord, est-ce qu'il y a des points positifs dans les décisions qu'a prises Trump depuis alors un peu moins de 2 ans, puisqu'il a pris ses fonctions le 20 janvier 2017 et derrière cette question, encore une autre. Est-ce que les décisions politiques de Trump pourraient être, d'après vous, influencées par son propre business ? Marie-Cécile Nave. Je peux rajouter juste très rapidement sur la Russie. La plus grosse épée de Damoclès, il y en a plusieurs, qui pèse sur la tête de Donald Trump aujourd'hui, c'est l'enquête du procureur Mueller. Et donc, on sait qu'il y a eu ingérence des Russes dans la campagne de 2016. Est-ce que c'était le Kremlin ? Est-ce que c'était d'autres types de pouvoirs ? Est-ce que c'était juste des
des pouvoirs privés, on ne sait pas. On ne sait pas, en revanche, et c'est ce que cherche à démontrer le procureur Mueller, qui devait rendre ses conclusions au mois de septembre. Va-t-il les rendre avant les midterms? C'est une des sueurs froides de Donald Trump. Ce que cherche à savoir Mueller, c'est jusqu'où, si oui et jusqu'où, l'entourage de Trump et Trump lui-même était au courant, voire était partie prenante de cette ingérence. Et ça le met en porte-à-faux avec sa propre majorité et avec son administration qui a effectivement, comme Pascal le disait, un logiciel anti-russe ou anti-soviétique toujours présent, avec cette idée que si la Russie a favorisé Trump dans la campagne, a espionné Clinton, etc., eh bien c'est quasiment une affaire d'espionnage. Et donc ça nous ramène à une époque que les Américains et les Soviétiques ont bien connue. Qu'est-ce qui est positif dans la politique étrangère de Trump? Je vais passer mon tour. En revanche, sur est-ce qu'il y a une ingérence, une interférence avec ses affaires? Oui, c'est très probable. Après, personne ne peut le prouver. Il y a de très très forts soupçons, notamment d'inciter très très vivement les délégations étrangères quand elles viennent aux États-Unis de séjourner dans les hôtels Trump. Je crois qu'il y a une enquête d'ailleurs je ne sais pas à quel niveau judiciaire, mais il y a une enquête par rapport à ça. Vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, c'est pas clair non plus. Vis-à- ce de la Chine, on remarquera qu'il y a encore quelques mois, il y avait beaucoup plus d'ambiguïté et d'ambivalence dans ce que Trump disait vis-à-vis de la Chine, parce que Ivanka Trump était en train de développer sa marque en Chine, et là, elle s'est retirée. Elle s'est retirée de la gérance de ses affaires, donc c'est beaucoup plus unilatéral maintenant ce que dit Trump vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'il y a un lien de corrélation? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On a quand même des soupçons. On a des soupçons sur un certain nombre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais on a de très très fortes suspicions. L'objectif de Trump, c'est de promouvoir une marque personnelle. Récemment, il a dit au président polonais, vous devriez construire une base militaire en Pologne et vous l'appelleriez Fort Trump. Là, ce n'est pas une question d'ingérence dans les affaires, mais il y a quand même cette obsession d'écrire Trump en gros partout, et c'est vrai, aux États-Unis, dans le monde, etc. Et donc, je vous répondrai, très fort soupçon d'ingérence, de conflit d'intérêts. Je voudrais juste rajouter un mot sur la Russie. Si vous avez la possibilité de lire ou de relire l'article qu'a publié le New York Times sur 3 pages entières, ça fait presque 50 feuillets, sur tout ce que l'on sait factuellement de l'enquête du procureur Mueller et sur les interventions d'individus russes dans cette campagne et dans l'entourage de Trump de 2014 jusqu'à 2018, c'est extrêmement intéressant. Je ne suis pas certain qu'on puisse, à la fin de cet article, dire « les Russes ont fait élire Trump », mais ça fait réfléchir. Et quand on sait, et l'article le rappelle, que cette élection s'est jouée à 70 000 voix près dans 3 États seulement, et que le vote populaire était acquis à Hillary Clinton, ça remet les choses en perspective. Encore une fois, moi, même en tant que journaliste, je ne veux pas pouvoir aujourd'hui dire les Russes ont acheté cette élection, ont fait élire Trump, ont tout fait pour faire battre Clinton. L'ingérence, oui. La collusion avec Donald Trump ou son entourage, tant que le procureur n'a pas rendu son verdict, je ne suis pas capable de faire une conclusion. Alors Marie-Cécile Na va passer son tour sur la question de savoir s'il y avait des points positifs dans les décisions de Donald Trump. Est-ce que vous faites pareil, Pascal Boniface ? Je réfléchissais en même temps que vous posiez la question et honnêtement, et sans vouloir tomber dans la caricature ou dans l'excès, non. Alors le point positif, c'est que ça a donné un peu un sursaut à l'Europe. C'est-à-dire que cette décision, peut-être qu'on va s'interroger. Rappelez-vous quand on avait lancé l'euro, on avait dit l'euro va devenir la monnaie internationale qui va concurrencer le dollar. Et depuis plusieurs années, la part de l'euro, y compris dans les échanges inter-européens, ne cesse de diminuer. Là, peut-être qu'il y a un peu un sursaut. Disons que le seul mérite de Trump, c'est est-ce que ça ne va pas servir de signal d'alarme pour les Européens pour dire il est peut-être temps quand même de penser être un acteur global, de ne pas être à la remorque des États-Unis parce que c'est pas bon. Et il faudrait surtout éviter d'ailleurs, ce qui est chez certains, dire bon, c'est un mauvais moment à passer.
Et puis ensuite, tout redeviendra comme avant. Sauf qu'il n'est pas sûr que l'avant soit, enfin, aussi qu'on y revienne comme avant. Il n'est pas sûr que Trump quitte la scène en 2020. Et si c'est pour faire la place à Mike Pence, ça ne sera pas vraiment un grand progrès. Mais sinon, et sauf peut-être à tomber dans la caricature et la démagogie, je ne vois pas en quoi Trump a donné quelque chose de positif. Et je dirais que même par rapport aux gens qui ont voté pour lui, il ne fait pas une politique en leur faveur. Les exemptions fiscales qu'il a fait ne bénéficient pas aux plus démunis. Sa politique ne crée pas d'emploi. Alors il dit c'est le plein emploi, c'est vrai, mais c'était le plein emploi aussi avant qu'il arrive et ça n'est pas lié à lui. La bourse est haute, c'est vrai, mais c'était également déjà le cas. On poursuit des courbes qui étaient déjà en place auparavant. Donc peut-être que vous allez me trouver de mauvaise foi ou caricatural, mais je ne vois vraiment pas, sauf en creux par rapport à un sursaut européen, ce que Trump a pu apporter de positif. Je pense quand même, contrairement à ce qu'il a dit lui-même devant l'Assemblée générale, que c'est le pire président américain, parce que même Bush Junior était plus multilatéraliste que lui. Bush, qui a lancé la guerre d'Irak, était revenu auparavant dans l'UNESCO, que Trump a quitté. Donc je ne vois vraiment rien de positif, ni pour le monde, c'est clair, mais même pour ceux qui ont voté pour lui. Alors, ce qu'on constate tout de même, c'est, et peut-être c'est intéressant d'aborder la question un petit peu de savoir ce que veut le président américain pour son propre pays. Des allers-retours entre ouverture et repli sur soi dans l'histoire américaine, il y en a toujours eu. Est-ce qu'on pourrait affirmer aujourd'hui que finalement Trump ne veut pas d'un rôle majeur pour son pays ? Non, je pense qu'au contraire, il veut que l'Amérique soit comme une marque, la marque Amérique, et comme c'est un homme d'affaires, il veut que cette marque soit la plus puissante, la plus belle, la plus performante, et surtout celle qui permet d'enrichir son pays de la meilleure des façons. Donc en termes d'intention, je ne crois pas il veut une Amérique qui soit complètement fossilisée, recroquevillée, qui ne joue plus aucun rôle. En ce sens, tous ceux qui disent que la politique des États-Unis sous Trump est totalement isolationniste, je pense, se trompe. Elle n'est pas isolationniste. C'est juste une politique unilatéraliste et qui, sujet par sujet, soit se referme, soit s'ouvre ou intervient. Et c'est au cas par cas. Et donc, ce qui choque le plus et ce qui menace le plus le monde, la communauté internationale, nous-mêmes Européens, c'est précisément l'unilatéralisme. Cette façon de dire, je décide, je veux, je discute, j'impose, je soumets, sans qu'il y ait de réelle concertation, de débat. Et pour revenir à ce que disait Pascal sur le sursaut européen, ce qui est assez navrant finalement dans toute cette affaire, et on n'en est qu'à mi-mandat, c'est de s'apercevoir que oui, bien sûr, c'est formidable que l'Europe se réveille et se dise tiens, il serait temps, j'aime pas la formule ne plus être à la remorque, mais en tout cas, le fait que l'élection de Trump et la mise en place de sa politique, encore une fois très erratique, nous oblige à nous méfier des États-Unis et de son dirigeant, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, parce que dans l'ancien monde, qui n'avait pas que du mauvais, quand on disait « nous sommes alliés », ça avait une vraie valeur, une vraie signification. On pouvait se faire des coups tordus sous la table, mais sur l'essentiel, il y avait effectivement une forme de pacte. Ce pacte-là, il est rompu. En termes de confiance, et ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est le cas des Européens, c'est le cas d'une bonne partie des alliés de l'OTAN, c'est le cas d'une bonne partie des ex-alliés des États-Unis, ou toujours alliés, mais avec énormément de réticence en Asie, et même en Amérique latine. Le Japon, par exemple, on en a parlé d'un mot tout à l'heure, où il n'y a plus de confiance dans un partenaire, un allié, quelqu'un qui peut être là en cas de coup dur, quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur quelqu'un à qui on fait vraiment confiance. Ça, je trouve que c'est particulièrement désolant, et je pense que ça mettra du temps à se reconstruire, quel que soit l'avenir personnel de Trump, qu'il soit réélu ou pas. Je pense qu'il y aura une forme de blessure qui mettra très très longtemps à se cicatriser, parce que ce terme d'alliance, il a été vraiment écorché de façon très grave. Oui, il y a vraiment une crise de confiance, c'est que la parole du président américain n'est plus crédible. Quand en 1962, Kennedy envoie son ambassadeur voir De Gaulle pour lui dire il y a des fusées soviétiques à Cuba, De Gaulle dit « je fais confiance au président américain ». Je n'ai même pas à voir les photos. Je crois dans la parole du président américain. Qui peut dire aujourd'hui « je crois dans la parole du président américain » Peut-être Mohamed Ben Salman et Netanyahou. Full stop.
même pas Shinzo Abe, qui aimerait. Et donc, il y a vraiment une perte de crédibilité. La parole du président américain soit fait rire, soit fait peur, mais elle n'est pas crédible. Et ça, effectivement, c'est quand même... ça va mettre du temps avant de pouvoir repartir. Ça laissera des traces durables. Et pour prolonger sur ce que disait François, Trump, effectivement, veut « make America great again », donc implicitement, il reconnaît qu'il y a une perte de puissance qui, selon lui, est due à la faiblesse d'Obama, etc. Donc il veut que les États-Unis soient les premiers, mais il voudrait une sorte de monde qui soit mondialisé dans un sens et qui ne soit pas dans l'autre. C'est-à-dire que les Américains ont tous les droits ailleurs, mais aucun autre pays n'a des droits sur les États-Unis. Ça serait un empire, mais même pas où il n'y aurait pas l'édit de Caracalla qu'avaient fait les Romains. C'est-à-dire que les États-Unis ont des droits sur tous les pays, mais les autres n'en ont pas. L'Alliance, ce sont des vassaux. C'est-à-dire que le traite et le traumatisme est encore plus important en Allemagne que dans n'importe quel autre pays, parce que pour les Allemands, la parole américaine, l'alliance était extrêmement importante. Donc là, il y a vraiment une rupture. Trump a des meilleures relations avec Kim Jong-un qu'avec Angela Merkel, Justin Trudeau ou d'autres alliés. Et donc il voudrait un monde que les États-Unis pourraient piloter, dans lequel ils pourraient intervenir librement, pas forcément militairement parce que ça coûte cher, etc., mais un monde qui obéit aux États-Unis, qui soit un monde effectivement unipolaire, dans lequel à la fois une politique unilatéraliste, comme l'a dit François, et un monde unipolaire dans lequel les Américains décident des affaires du reste du monde, mais ce monde-là, il n'existe pas tout simplement, et il ne peut pas exister, parce que le monde est globalisé et qu'il envoie de multipolarisation. Et c'est donc une grave erreur, même pas sur le plan moral, mais sur le plan du réalisme de l'analyse. Alors, crise de confiance, perte de crédibilité. L'Amérique est-elle aujourd'hui isolée? Et quels sont les risques de cet isolement? Elle est isolée sur un certain nombre de sujets, oui, et sur d'autres, on doit encore faire avec elle. Sur le climat, elle est isolée en tant qu'État fédéral. Mais il ne vous a pas échappé, je suppose, enfin peut-être, que la Californie, l'État de New York se mobilisaient très fortement pour la défense du climat, voulaient même anticiper les objectifs de la COP21. Donc peut-être que c'est l'occasion aussi de reconfigurer certains partenariats, certaines alliances, mais il est vrai que les États-Unis sont isolés sur la scène mondiale sur le plan du climat. Peut-être que la Chine va en profiter aussi pour en faire un autre vecteur de leadership, un nouveau vecteur de leadership, sans doute. On en parlait la semaine dernière à l'IRIS, justement. Et puis, on a encore besoin d'elle. On voit que l'exemple de l'Iran est tout à fait emblématique, puisque, comme le disait Pascal, les États-Unis de Trump, c'est pas forcément les États-Unis, parce qu'il y a aussi une diplomatie, il y a aussi un monde économique qui, en partie, travaille à côté, voire malgré lui. Essaye de vouloir pénaliser les entreprises, notamment européennes, qui veulent commercialiser avec l'Iran. Et puis l'Europe est en train d'organiser, de contourner cette obligation pour créer une alliance économique malgré tout. Donc on est obligé de faire avec eux. Je dis le monde est obligé de faire avec eux sur certains sujets. Sur d'autres sujets, il s'isole. Et sur la question de l'éducation, on sait que le président de la République française est soucieux. Il a dit à l'ONU cette semaine encore de vouloir mettre la France en tête de pont sur la question de l'éducation dans le monde. Bon, on verra au-delà des mots si ça se concrétise, mais c'est... Il y a aussi, je pense, on est un peu effrayé par les États-Unis, ce côté un peu statut du commandeur, contre laquelle il faut, c'est l'occasion de remettre en question dans le monde qui est le nôtre, avec d'autres puissances qui sont là, avec d'autres alliances régionales qui existent et qui sont, qui dessinent peut-être le scénario d'une reconfiguration plus rapide du monde qui aurait eu lieu de toute façon, mais qui est peut-être accéléré avec l'attitude du président Trump. Mais on est vraiment dans l'expectative avec lui. Enfin, la dernière chose que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que lui, il est dans le court terme, mais nous aussi, par rapport à lui, c'est extrêmement difficile de prévoir ce qui va se passer demain avec un tel président, même dans 6 semaines, on ne sait pas ce qui va arriver du président Trump.
c'est vrai, avec les élections de mi-mandat. Merci Marie-Cécile Nave. Je vous propose peut-être d'exprimer quelques questions, interrogations. On a fait un tour d'horizon, forcément assez court, et je ne sais pas s'il y a des thématiques qui n'ont pas été abordées et que vous souhaiteriez... Voilà. Monsieur, une question. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Alors, la question des deux États pour Israël-Palestine, c'était la question de monsieur qui n'avait pas de micro, donc je me faisais c'est très difficile d'en penser quelque chose dans la mesure où il n'y a rien. Donc pour l'instant, on a des déclarations successives de Donald Trump sur le sujet, épisodiques. Une fois, il a dit pourquoi pas un État. Une autre fois, il a dit je laisse mon équipe de négociateurs faire son travail. Et puis ensuite, il a même dit ce sujet ne nous appartient pas. C'est à Israël d'en décider avec les Palestiniens. Nous n'avons pas à négocier à leur place. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais ce qui ne suffit pas. Et puis là, très récemment, donc, en anglais, ça donne single, double, triple, on ne sait pas. On avait l'impression qu'il commandait un café chez Starbucks. Et donc, je crois que la difficulté pour lui, sur ce sujet-là, c'est qu'il est tellement associé intellectuellement, ou en tout cas idéologiquement, avec le leader actuel israélien Benjamin Netanyahou, où ils ont une forme de connivence, même d'amitié, ils se connaissent depuis très très longtemps, qui fait qu'il a du mal à penser en prenant du recul par rapport à son ami, par rapport à cet État qui a toujours été un allié des États-Unis. Et quand on lit ici ou là des extraits de conversations qui se sont tenues entre ses propres émissaires et un certain nombre de dirigeants de la région, je pense en particulier à la Jordanie, où en gros l'idée, même très floue, ce serait de revenir à une fédération transjordanienne qui associerait la Cisjordanie et la Jordanie en confiant Gaza à une forme de tutelle égyptienne. Si c'est ça l'idée, je pense que... je ne vois pas comment les Palestiniens pourraient l'accepter, je ne vois même pas comment la Jordanie pourrait l'accepter. Donc, je pense que tout ça est très flou, et je pense qu'il y a une forme de sincérité de la part de son équipe de vouloir trouver une forme de solution, c'est incontestable. Il n'arrête pas de voyager, de consulter, de rencontrer, de demander des rapports, mais le problème, c'est que quand on demande aujourd'hui à Donald Trump en conférence de presse, et alors, il est où votre plan? Ça fait quand même maintenant 15 mois que vous êtes là, 400 jours, il dit on verra ça le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, peut-être 4. Bon, attendons. D'autres questions? Madame ici, monsieur là. Monsieur, oui, bonjour, merci pour... toutes vos informations. J'avais une petite question. Du coup, en fait, au début de vos discussions, vous aviez rappelé très justement que Trump était sorti d'un certain nombre d'accords internationaux, créant pas mal d'émotions mondiales. Enfin, tout le monde critiquait ces décisions-là. Il y a quand même un sujet sur lequel il a fait volte-face de manière assez impressionnante, quelques mois seulement après son élection. C'est sur la Syrie. Alors que justement il souhaitait désengager les États-Unis du conflit syrien, quelques mois seulement après ces élections, il a changé complètement d'avis pour se réinvestir militairement dans le conflit syrien. Et j'aurais voulu avoir quelques éclaircissements sur ce sujet. Alors il a changé d'avis aussi sur l'Afghanistan, Pascal Bonnefond. Oui, enfin il ne s'est pas vraiment réengagé sur le conflit syrien. Il y a eu des frappes, 57 frappes qui n'ont rien changé sur la situation. Bachar a gagné la guerre, Jean-Pierre Filu en parlera bien mieux que nous, et les Russes ont gagné la guerre, sauf que les Russes maintenant se trouvent avec un pays cassé, ils cherchent à qui il va faire reconstruire, les Américains n'iront pas, et les Européens n'iront pas non plus sans garantie. Donc Trump n'a pas changé, il a menacé d'utiliser de nouveau la force si Bachar utilisait de nouveau les armes chimiques, mais utiliser la force comme il l'a fait en voyant 57 missiles qui ne changent en rien l'équilibre militaire, la situation, c'est rien du tout. Et juste on fait une anecdote pour rebondir à ce que disait François sur le fait qu'il cherche des plans, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Ryder Cup qui commence. Alors Trump est au pouvoir, tu parlais de 400 jours, c'est peut-être 500 et quelques. En tous les cas, il y a un calcul qui a été fait. Trump a passé 196 jours depuis qu'il est élu président à jouer au golf.
Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, sauf que si, en s'évadant, il peut penser à tous ces grands problèmes qui agitent le monde, mais donc il n'y a pas une prise en charge très concrète des grands problèmes internationaux. Et sur la Syrie, il est vraiment dans la démonstration. Il a des phrases très mâles, très martiales, etc. Mais voilà, il n'a rien changé. Et on peut dire que les Américains sont quand même présents. Ils voulaient même retirer les forces spéciales qui y sont stationnées. Là, le Pentagone a mis son veto, mais il ne pèse pas. Les États-Unis n'ont jamais aussi peu pesé sur le cas syrien. Et à ma connaissance, ce que vous appelez le réengagement, qui n'est pas un réengagement parce qu'il n'y a pas eu des renforts de troupes, ni même de matériel qui a été envoyé sur place, il a décidé de rester dans cette coalition anti-Daesh, alors qu'il menaçait d'en sortir, mais c'est effectivement sous pression du Pentagone. On dit même que le général Mattis a menacé de démissionner si Donald Trump sortait de la coalition. Il a décidé d'y rester, mais le problème, en tout cas pour nous, Européens qui faisons partie de cette coalition, c'est qu'il ne veut pas mettre les pieds dans une quelconque pression pour aboutir à une solution politique. Et le problème, c'est que sans le poids politique des Américains face aux Russes, à l'Iran et aux autres interlocuteurs, les Européens, malheureusement, ce n'est pas eux qui vont pouvoir ramener un équilibre de force suffisant pour imposer un certain nombre de termes cruciaux pour l'avenir politique d'une solution en Syrie. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est effectivement l'un des moments où il a su renverser sa décision, mais on aurait bien aimé que ce soit sur plein d'autres cas, ça n'a pas été le cas. Une autre question ? Bonjour. J'aimerais bien revenir sur un élément que Madame Nave a mentionné à la fin, où elle disait que c'était peut-être le moment justement pour l'Europe de prendre son envol et de proposer une alternative au modèle américain. Et ma question justement serait plutôt de savoir, est-ce qu'on est face à une Europe qui a vraiment envie de commander aujourd'hui ? Et au-delà de l'Europe, est-ce que tout simplement on a un pays qui a vraiment envie de prendre la tête d'un navire libéral au moment où la Chine, notamment au niveau de son soft power, n'est pas encore prête, où la Russie fait face à beaucoup de défis internes notamment. Et oui, donc c'est effectivement le leadership des États-Unis est en train de faiblir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour prendre la tête du bateau ? On l'avait dit tous les deux avec Pascal, donc Pascal pourra sans doute compléter. Il y a plusieurs questions dans votre question, mais je ne sais pas s'il faut raisonner en termes de leadership ou comme s'il y avait le maître du monde qui était remplacé par un autre maître du monde. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on voit un frémissement en Europe effectivement avec cette question de l'économie et de la question iranienne, mais il y a quand même des divergences importantes encore au sein de l'Union européenne par rapport aux intérêts à défendre vis-à-vis des États-Unis. Un exemple peut-être assez archétypal, c'est la question de l'automobile, puisqu'on sait que Trump est très virulent vis-à-vis de la construction automobile allemandes qui sont produites au Mexique, etc. Et puis les importations d'automobiles allemandes sur le sol américain. Ce n'est pas forcément les mêmes intérêts économiques que la France, ce n'est pas forcément les mêmes intérêts économiques que d'autres nations européennes. Et puis un autre problème auquel je mets un bémol à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça, je ne le remets pas en question. Un autre problème auquel est confrontée l'Europe et la dynamique continue, c'est qu'il y a une coupure très forte entre les eurosceptiques au sein de l'Europe et puis les gens qui croient encore dans le projet européen, avec la montée des nationalismes, avec aujourd'hui la décision de l'Italie de laisser couler le déficit et l'Union européenne qui est très en colère vis-à-vis de ça. Donc il y a des intérêts divergents au sein de l'Europe. Ça rajoute une difficulté au fait de parler d'une seule voix dans le monde, mais je ne sais pas s'il faut raisonner en termes de leadership. Peut-être là on va très vite dans la conversation, mais quel type de nouveaux partenariats on peut envisager avec soit les États-Unis, soit le reste du monde sur un plan économique et autres. Mais pour l'instant, c'est difficile de parler d'une seule voix. On se retrouve sur la question iranienne parce que les intérêts menacés sont communs, mais sur d'autres intérêts économiques mondiaux, ça sera peut-être plus difficile. Oui, dans un excellent interview, dans un excellent journal qui paraît le dimanche, Hubert Védrine avait dit avant l'été que les Européens étaient finalement un peu comme si de nouveau Borgia devenait pape.
et que ça crée quand même un petit peu un émoi parce qu'il dit que l'évangile, il ne faut pas y croire et que l'Église a tort, etc. Et donc les Européens sont un peu comme auraient pu être ceux-là. Les Borgia, effectivement, par rapport à l'Alliance Atlantique, Trump, c'est un peu un Borgia qui ne croit en rien et dont le comportement n'est pas en adaptation. Alors les Européens peuvent dire c'est un mauvais moment à passer, ou dire bon c'est quand même le pape donc on lui obéit finalement, ou dire bah non on va faire la réforme et on débouche sur une autre église et on s'organise par rapport aux Borgia. Et donc là je pense, alors bien sûr l'Europe n'est pas très en forme en ce moment, on en parlait avec Claudie Hénuré, on voit bien les divisions, on a beaucoup d'inquiétudes sur le vote qui va avoir lieu au mois de mai, on voit que les extrémistes de droite progressent, qu'il y a des pays qui aiment bien l'Europe pour les fonds structurels mais qui n'aiment pas l'Europe pour les valeurs qu'elle peut incarner, etc. Tout ça vraiment sent plutôt mauvais. Mais en même temps, Trump nous oblige à réagir parce que, pour moi, la période qui s'ouvre, et je dirais la même chose d'un point de vue stratégique que ce qu'a dit Claudie sur le spatial, si on ne réagit pas dans l'année par rapport aux défis que nous pose Trump, c'est la souveraineté qui est en jeu. Si on dit, OK, les États-Unis ne veulent pas que l'on commerce, au moment de la guerre froide, quand on avait besoin de la protection américaine pour nous défendre contre l'Union soviétique, aucun président américain n'a mis autant de pression sur nous en termes de souveraineté. En 80, on est dans ce qu'on appelait la nouvelle guerre froide. On fait le gazoduc avec l'Union soviétique contre l'avis du président américain. Et là, si on ne réagit pas par rapport à cela, c'est notre souveraineté. Je reprendrai les propos de Bruno Le Maire sur cela. On ne peut pas ne pas réagir, mais on ne va pas le faire à 27. Ça, c'est clair, parce que les Hongrois s'en foutent, que les Polonais, ils sont prêts à payer 2 milliards, dont une partie de fonds structurels européens, j'imagine, pour avoir Fort Trump chez eux. Ils sont passés d'une dépendance subie par rapport à l'URSS à une sorte de dépendance choisie par rapport aux États-Unis. Donc, et l'Italie n'est pas vraiment le partenaire sur lequel on peut compter. Il y a l'Espagne, et donc c'est vraiment là, autour du noyau franco-allemand, avec quelques autres pays, que l'on peut démarrer. Il faudra voir si l'Allemagne, effectivement, préfère protéger son marché automobile à court terme ou se lancer dans une autre aventure à long terme. Mais si on ne réagit pas dans l'année qui vient, eh bien, on aura à reculer de plusieurs années parce que là où je ne serais peut-être pas d'accord avec François, on n'a plus besoin des États-Unis en termes de protection militaire parce qu'il n'y a pas de menace militaire russe en tant que telle. Mais si on doit être plus dépendant politiquement, stratégiquement d'eux qu'à l'époque où on avait un réel besoin d'être protégé par eux, c'est gravissime. Alors je ne sais pas si nous avons le droit de, comme nous avons commencé en retard, de décaler un petit peu. Pascal Bonnier, on devait terminer à 45, ce qui veut dire dans 6 minutes. Oui. Voilà, une dizaine de minutes. Alors, on va peut-être prendre 2 questions ou 3 questions en même temps, comme ça on gagnera un petit peu de temps et vous pourrez avoir des réponses. Trump est quand même un homme d'affaires qui n'avait pas forcément une si bonne réputation. Et est-ce que, en homme d'affaires capable d'étrangler la concurrence par tous les moyens, est-ce qu'il ne risque pas d'obtenir un certain nombre de victoires, ne serait-ce qu'à court terme, et quelles pourraient être ensuite les conséquences à plus long terme ? Une autre question ou 2 autres questions et... Alors, les gens qui ont des micros, parce que finalement, moi je ne vous vois pas, mais... Oui, bonjour. Ouais, je vais... Alors... Est-ce que j'y... Oui, je commence. Dame un petit peu devant. Devant. Je vais prendre là après. Bon. Merci. Je voulais savoir si les accusations des étudiantes contre le juge candidat pour la Cour suprême peuvent influer l'élection de mi-mandat de Donald Trump. Parce que j'ai entendu également que dans le Parti conservateur, les femmes sont très en attente de la suite apportée justement à l'entretien ou l'interview qu'a donné ce juge au Sénat hier. Merci. Alors voilà, peut-être... Qui souhaite répondre alors d'abord à la première question ou... Alors, dernière question. Oui, dernière question. Je vais faire bref. Je vous remercie déjà de pouvoir répondre à mes questions, même si je crains qu'elles soient un peu naïves. Le titre de la conférence est « Trump menace-t-il la paix mondiale ?» Moi, je me pose une question simple, c'est de savoir si Trump peut déclencher un conflit. Je pensais notamment à une zone qui m'inquiète moi beaucoup, qui est le Proche-Orient. Parce que depuis le transfert de l'ambassade d'Israël à Jérusalem, depuis la coupure des soutiens financiers auprès de la Palestine, de la Cisjordanie, excusez-moi, est-ce qu'on ne risque pas de déclencher soit une nouvelle intifada au minimum, ou alors un éventuel conflit de pays peut-être pan-arabes, même s'ils sont encore empêtrés
dans des conflits djihadistes, voire même avec l'intervention de l'Iran sur Israël. Alors, Marie-Cécile Nav. Oui, alors Trump, c'est d'abord un homme d'affaires, effectivement. C'est aussi un produit de la télé-réalité. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître au grand public. Tous les gens qui ont écrit sur son parcours de businessman vous diraient que c'est un homme d'affaires véreux. Même ses anciens plus proches collaborateurs, le dernier en date, c'est Michael Cohen, son ancien avocat, qui a été son avocat quand il était aux affaires et qui avait dit je prendrai une balle pour Donald Trump tellement je le soutiens. Et puis là, on voit en déclarant sous serment qu'il avait, ça va rejoindre la deuxième question, qu'il avait donné de l'argent à une ex-star du porno et une ex-playmate de Playboy pour qu'elle ne révèle pas sa liaison avec lui pendant la campagne de 2016. Il a dit « Je l'ai fait à la demande du président dans le but d'influencer la campagne ». Bon, c'est un ancien homme d'affaires véreux. Est-ce que c'est comme ça qu'il conduit les affaires du pays ? On a un certain nombre d'indicateurs qui laissent entendre penser que oui, c'est quand même un petit peu ça quand même. Ce qu'il avait dit quand il était en campagne, c'est qu'il pratiquerait l'art du deal, l'art de la négociation comme en géopolitique, comme il l'avait fait pendant les affaires. C'est vrai qu'on voit un petit peu ça se passer, mais conduire les affaires d'un pays, un grand pays comme les États-Unis, c'est quand même pas tout à fait la même chose que de mener des affaires immobilières ou de gérer le concours de Miss Univers. Mais en fait, c'est à ça qu'on assiste. Alors, ça nous amuse tous, hein, bien sûr, mais c'est ça qui se passe, en vrai. Alors après, l'affaire de Brett Kavanaugh, alors nous, on est en plein dedans, évidemment. Pour faire très très court, c'est un enjeu énorme puisqu'il s'agit de donner une majorité conservatrice à la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction aux États-Unis. Hein. C'est comme pour nous l'équivalent du Conseil d'État, plus la Cour de cassation, plus la Cour européenne des droits de l'homme, plus le Conseil constitutionnel. Donc imaginez, et Brett Kavanaugh, s'il est nommé, s'il est confirmé, peut-être dès la semaine prochaine. Il a 53 ans, il est là pour 20 ou 30 ans, parce qu'il est nommé à vie. Et puis sur tout un tas de sujets comme les droits des femmes, les droits des LGBT, les droits des minorités, mais aussi le port d'armes, mais aussi la réforme de la santé, et plein d'autres sujets très importants pour la société américaine, eh bien, c'est donner une majorité conservatrice, voire ultra-conservatrice, pour très très longtemps. Ce qui est en train de se passer, c'est assez exceptionnel parce que on a d'un côté une majorité conservatrice républicaine qui ne prend pas du tout conscience du contexte dans lequel s'inscrit l'affaire, qui est le contexte de MeToo. Et d'un autre côté, on a effectivement la parole d'une femme qui, même de l'aveu de Fox News, apparaît comme extrêmement crédible, hein, Christine Blasey Ford. Mais pourtant, Donald Trump, ce matin, a redonné sa confiance à Brett Kavanaugh. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, vendredi, donc dans quelques heures, la commission juridique du Sénat va donner ou non son aval à la poursuite de la nomination, de la confirmation de Brett Kavanaugh, et peut-être que le Sénat votera la semaine prochaine. Les républicains poussent pour cette confirmation parce que, d'une part, ils ont peur que ça démobilise l'électorat conservateur pour les élections de mi-mandat en disant voilà, on nous lâche dans nos valeurs, on n'écoute pas l'agenda qu'on veut voir mener, et après s'il y a un risque effectivement que le Sénat bascule du côté démocrate, c'est perdre cette opportunité de nommer un juge à la Cour suprême pour peut-être des années, mais le risque immense, comme vous le mentionnez, c'est que l'électorat féminin, sociologiquement, toute catégorie sociologique confondue, notamment du côté démocrate, mais peut-être aussi du côté républicain, puisque les femmes du côté des républicains commencent à se désolidariser de Donald Trump, eh bien, fassent basculer l'élection. Est-ce que la participation des femmes va être plus importante qu'en 2016 ? C'est une des énormes questions de ces élections. Est-ce que d'autres catégories sociologiques que les démocrates blanches, diplômées du supérieur, vont aller voter contre Trump ? C'est la sous-question dans la question. Donc on est tous... c'est assez haletant, en fait, cette attente. Et
on va voir, mais c'est vraiment très intéressant à suivre. C'est tout ce que les États-Unis peuvent nous apporter en termes de suspense. Mais au-delà de ça, au-delà du côté spectaculaire, c'est vraiment un enjeu politique et sociétal énorme. Oui, il y a une question sur c'est bien d'avoir des institutions pérennes, mais des institutions qui ne s'adaptent pas à leur temps, c'est compliqué. En France, il y avait une règle, c'est les anciens présidents vont siéger au Conseil constitutionnel parce que c'est une façon d'offrir une retraite digne à des présidents et au lieu de les obliger à recommencer à avoir un emploi. Et là, on a une sorte d'embouteillage d'anciens présidents au Conseil constitutionnel parce qu'ils sont anciens présidents relativement jeunes et que le plus ancien a la peau dure. Et donc, il y a vraiment... bon. Et ça se trouve, il y aura peut-être en 2022 4 anciens présidents qui siégeront au Conseil constitutionnel. Bon. Et là, le fait de nommer à vie des gens à la Cour suprême pouvait se comprendre à une époque où j'imagine que l'espérance de vie devait être de 55 ans, 60 ans, et qu'on nommait des gens qui étaient dans la maturité de l'âge et qui avaient quelques années à siéger à la Cour suprême. Et là, maintenant, effectivement, nommer quelqu'un qui va avoir 30 ans devant lui ne correspond plus du tout à cela. Mais réformer, changer la Constitution américaine, c'est quand même extrêmement compliqué. Et bon, il y a vraiment là un problème. Pour revenir à votre question, monsieur, sur le conflit, est-ce qu'il y a une nouvelle intifada ? Je ne pense pas, parce que les Palestiniens sont plutôt écœurés, dégoûtés. Ils subissent le Hamas à Gaza, ils rejettent dans une grande majorité Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Il y a une crise de légitimité. Et alors quand ils font quelque chose comme à Gaza, manifester pacifiquement, il y a 130 morts et le ministre français des Affaires étrangères appelle à plus de discernement dans les tirs. Tout ça n'est pas quand même un peu curieux. Le plus grand danger, à mon avis, alors il peut y avoir des cas désespérés des gens, effectivement, individuellement, mais bon. Le cas, à mon avis, le plus dangereux, c'est l'affrontement, la montée des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors le Yémen est en train d'en payer un prix assez lourd et ça pourrait éventuellement déboucher par une sorte d'escalade, d'engrenage, dont une fois encore, et le soutien inconditionnel de Trump à Mohammed Ben Salman et le fait que Mohammed Ben Salman ait les pleins pouvoirs en Arabie Saoudite et se lance dans une politique dont on voit qui n'est d'ailleurs pas si libérale sur le plan intérieur parce que les femmes ont le droit de conduire, mais celles qui protestent pour les droits de l'homme sont en prison et il n'y a jamais autant d'emprisonnement. Enfin, on continue d'emprisonner et on voit bien que par rapport au Liban, par rapport au Yémen et par rapport le blocus du Qatar et par rapport à l'Iran, là, c'est extrêmement inquiétant parce que l'Irak, en 80, pensait que l'Iran était affaibli et que c'était le moment de lui régler son compte et que ça serait une guerre fraîche, joyeuse et rapide. Ça a été une sorte de guerre de tranchées au Proche-Orient. Et si les Saoudiens, d'ici un an ou deux, disent c'est le moment d'attaquer l'Iran parce qu'il est affaibli, etc., eh bien là, on aura vraiment une catastrophe en chaîne dans la région. Juste un mot sur le Proche-Orient. Au risque de choquer ou de décevoir, mais depuis l'évacuation des Palestiniens de Beyrouth, on n'a pas assisté, malgré la gravité des événements en Palestine, à un sursaut, une mobilisation et une volonté d'aller au bout de la défense des Palestiniens par les grands États arabes de la région. D'abord parce que l'Égypte et la Jordanie ont signé la paix avec Israël et aussi parce que les pays du Golfe, petit à petit et très lentement, on fait un chemin vers une forme de réalisme et qui conduit aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite, mais la plupart des monarchies du Golfe, bien sûr à souhaiter la paix entre Israël et la Palestine, mais surtout à coller à la position américaine. On aurait pu croire que le déménagement de l'ambassade aurait créé des violences absolument insupportables, incontrôlables. Ça n'est pas le cas. Le doublement de la colonisation non plus, le doublement de la pauvreté à Gaza non plus. Il n'y a pas un seul État, entre guillemets, frère des Palestiniens qui est aujourd'hui capable de dire « Eh bien, nous, on va aller se battre pour eux ». Et les seuls qui le font, c'est vrai, mais d'une façon extrêmement souterraine, c'est l'Iran, à travers notamment l'aide qu'ils apportent aux organisations terroristes dans la bande de Gaza. Mais ça n'est pas ça qui fait une politique. Et la dernière fois qu'un État arabe comme l'Arabie Saoudite a proposé, en mettant sur la table un plan de paix, c'était 2002. Donc voilà, donc il y a une forme de désespoir incroyable, à la fois humain et diplomatique sur ce dossier-là, mais je ne crois pas que le Moyen-Orient aujourd'hui se remettra à une nouvelle guerre
pour soulager le sort des Palestiniens, malheureusement pour eux. Pour rebondir sur ce que vient de dire François, le Qatar, qui était le pays le plus engagé sur Gaza, sur la Palestine, Al Jazeera, donc, qui est la chaîne qatari, a déprogrammé un documentaire montrant l'importance du lobby pro-israélien aux États-Unis pour ne pas déplaire aux États-Unis, par peur donc d'avoir un peu des problèmes avec Washington dans une période compliquée avec l'Arabie Saoudite. Donc effectivement, il n'y a pas un seul État. Alors, bien sûr, dans parole, c'est soutien à nos frères palestiniens, mais en action, c'est zéro. Et puis je voudrais juste rajouter un mot sur la participation aux midterms, comme l'a dit Marie-Cécile. Donald Trump a été élu avec 60% des voix des femmes blanches américaines. Aujourd'hui, ce soutien est descendu de 5 à 10% en fonction des instituts de sondage. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on descend en âge, il n'y a plus qu'une jeune femme de moins de 30 ans blanche sur 3 qui est prête à aller voter pour Donald Trump ou son parti. Ça reste considérable, mais c'est vrai qu'il y a là effectivement une désaffection du public féminin blanc aux États-Unis à l'égard de Trump et du Parti républicain. Le gros problème, c'est la participation. Des élections de midterm ne mobilisent pas plus que 35 à 40% seulement des voix au mois de novembre, à mi-mandat, et il faudra probablement une mobilisation bien plus importante pour que la majorité républicaine à la Chambre soit délogée et peut-être la très faible majorité républicaine au Sénat également. Et alors peut-être pour clore cette table ronde, puisque le temps qui nous était imparti est vraiment arrivé à échéance, peut-être effectivement ces élections mi-mandat, elles sont importantes, le 6 novembre, avec un changement possible de majorité. Et cette question que posent certains, qui est que le Congrès devrait retirer à Trump son pouvoir unilatéral de déclencher une guerre, c'est peut-être ce qui sera en débat pour cette deuxième partie de mandat présidentiel. Je ne suis pas sûr que le Congrès soit un élément modérateur. Les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Les représentants, c'est une catastrophe absolue. La moitié n'a pas de passeport. Ils se vantent de ne jamais aller à l'étranger pour ne pas donner le sentiment qu'ils délaissent leurs électeurs. Ils ont des staffeurs. Il y a un très bon bouquin sur la façon dont la politique se fait. Ils ont un staff important, mais il y a seulement un staffeur, enfin un assistant qui travaille sur la question de politique étrangère et qui a 10 sujets, dont la politique étrangère. Et au Sénat, les staffeurs ont 35, 40 ans. Au Congrès, ils ont plutôt 25 ans. Il ne reste qu'une année parce que c'est très mal payé. Et le fait d'être toujours en campagne permanente fait que les États-Unis ont un rôle sur la scène mondiale important. Les représentants n'ont aucune connaissance du reste du monde. Je crois que 83% des Américains ne savent pas où est l'Afghanistan. Pourtant, quand même, c'est un pays qui compte pour eux. Et les représentants sont à l'image de cela. Donc, je doute que les représentants soient capables de modérer et d'apporter un éclairage à Trump. Merci. Merci à chacun. Je crois qu'on peut effectivement applaudir.